Alors avant toute chose, Jeff, je tiens à te remercier d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de ce nouveau concept d'émission avec moi. J'ai en effet l'idée d'essayer de découvrir un peu les personnes qui se cachent d'une certaine manière derrière leur chaîne YouTube Manga, d'essayer de découvrir un peu les personnes plutôt que les œuvres qu'elles présentent, et bien sûr de parler manga avec ces youtubeurs. Alors peut-être la première question qui fait le plus sens pour moi et pour notre public, j'imagine, ça serait de te demander un peu qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube à la base. Je suis en train d'essayer de me remémorer un petit peu les raisons pour lesquelles j'avais voulu lancer ce projet à la base. On avait créé une chaîne YouTube en quelque chose comme 2013, 2014, quelque chose comme ça, c'était au mois de juin avec un ami. Et puis à la base, en fait, on mettait des vidéos un petit peu débiles dessus pour répondre un petit peu à notre besoin de délirer à cet âge-là. Et puis, finalement, au fur et à mesure de ça, de ces publications vidéo, on jouait un petit peu à des jeux idiots sur internet. Moi j'étais déjà en fait dans cette culture-là de la BD japonaise, et dans cette culture japonaise de manière plus générale aussi, de par mon père qui ramenait souvent beaucoup de choses à la maison, énormément de photos de ses voyages, etc. Et moi, ce que j'avais vraiment gardé de ça, c'était cette bande dessinée qui venait de chez eux, toute cette esthétique un petit peu manga. Et je me suis un petit peu jeté là-dedans, plongé là-dedans très tôt, déjà depuis que j'avais 10, 11, 12 ans, mais vraiment beaucoup plus à l'âge de 14-15 ans, je m'y suis plongé de manière vraiment beaucoup plus concernée et affirmée. Et en fait, en regardant un petit peu tous les livres que j'avais dans la bibliothèque, je me rendais compte que j'aimais souvent lire un petit peu des choses, à ce moment-là pas encore underground, mais pas forcément très connues, parfois un peu oubliées, ou alors que je n'aurais peut-être pas pensé à lire de premier abord. J'avais cette curiosité-là d'aller lire des choses un petit peu, je pense, plus particulières que la normale, sans avoir envie de me vanter ou quoi que ce soit, mais j'avais envie de découvrir des choses un petit peu nouvelles et un petit peu originales, parfois même peut-être un petit peu bizarres. Et c'est en fouillant là-dedans que je me suis dit pourquoi pas faire des émissions là-dessus. Et puis j'étais déjà de base en plus inspiré à faire de la production sur internet par tous les gens qu'on voyait déjà à cette époque-là, un petit peu genre du Grenier, compagnie, etc. Ceux qui m'ont vraiment conforté dans cette idée de me lancer, c'est des gens comme effectivement Mr. Enzor ou le Koutaku que je regardais déjà un petit peu à cette époque-là, où je voyais justement ces gens parler un petit peu de la BD japonaise de manière parfois un peu rigolote ou parfois plus intellectuelle, et j'avais envie d'apporter quelque chose là-dedans, de manière très modeste, mais je m'y suis lancé et puis on en est là. Ok, alors à ce moment-là, si tu pouvais résumer ta chaîne en quelques mots, quelques phrases, comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je dirais qu'à la base, l'idée c'était de parler de mangas méconnus, de parler de mangas un peu oubliés, oublier un petit peu les classiques, mettre un peu les classiques de côté, ou alors n'en parler qu'à titre d'exemple, que ce soit des exemples visuels ou des exemples culturels, pour voir un petit peu ce que ça a amené au niveau de certains codes. Mais l'idée à la base, c'était juste de parler de mangas méconnus. Ensuite, mon attrait particulier pour tous les atouts un peu visuels de la bande dessinée m'ont permis en fait de développer autre chose, c'est-à-dire l'envie d'offrir à travers mes émissions, quel qu'en soit le type ou quel qu'en soit le titre, une vision plus graphique de la bande dessinée japonaise. Plus axée sur des éléments visuels. Qu'est-ce que le manga peut avoir de particulier par rapport à d'autres types de bandes dessinées, et intrinsèquement au manga lui-même, qu'est-ce qu'un auteur, comparativement à un autre, peut avoir de particulier dans ses atouts visuels, que ce soit le découpage, que ce soit la ligne, le dessin, les techniques, ou ce genre de choses-là. Comment il va aborder visuellement l'atmosphère de son histoire et comment il va retranscrire les différentes choses avec justement tous ses atouts et ses développements graphiques. Donc à la base, je voulais parler de manga méconnus, et finalement je pense que maintenant la chaîne de Jefferin, c'est la chaîne d'un jeune garçon, un jeune Suisse qui essaye de mettre en avant des mangas graphiquement intéressants, graphiquement originaux. Alors, question un peu plus difficile qui va faire appel à ta mémoire. Est-ce que tu es capable de te souvenir du premier manga que tu as lu, et est-ce que tu peux nous en donner un petit peu les circonstances?
Le premier manga que j'ai lu, alors c'est une question sur laquelle je vais déjà un petit peu tricher, parce qu'en fait, en réalité, on a commencé à lire du manga, mon frère et moi, quand on avait quelque chose comme 10-11 ans, donc lui il devait en avoir 3 de plus. Et puis, en fait, on lisait déjà plusieurs séries en même temps. On lisait 2 séries en même temps, l'un et l'autre, en alternance, etc., quand on arrivait à s'acheter un volume, ou quand on nous en achetait un. À la base, on lisait Yu-Gi-Oh! Alors c'est pas la plus grande entrée en matière dans le particularisme de la BD japonaise, que ce soit au niveau graphique ou que ce soit au niveau thématique, mais ça permettait déjà comment dire, d'avoir une petite vision de ce qu'était un manga destiné plus ou moins à un jeune public, et puis de voir un petit peu cette esthétique, un petit peu du manga des années fin 90-2000, cette esthétique qui commençait un petit peu à s'installer, qui répond maintenant à certains canons, entre guillemets, visuels que l'on retrouve dans énormément de mangas qui sortent actuellement. Donc ça permettait de rentrer déjà dans cette partie de la culture là. Par contre, là où, et avec du recul, je me trouve assez heureux d'avoir lu une autre série parallèlement à Yu-Gi-Oh! Pour pas tomber directement uniquement dans cette esthétique là, de ces grands yeux, de ces coiffures un petit peu surexagérées, de ce genre de choses là. On était un petit peu dans ce visuel très jeune, finalement très dynamique, et particulièrement caricatural. Mais au-delà de ça, on lisait aussi Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, qui ici était beaucoup plus inspiré, alors non pas forcément directement des estampes, mais d'une esthétique beaucoup plus traditionnaliste dans l'esthétique un petit peu japonaise. On n'était pas dans l'emploi de la trame ou des niveaux de gris à outrance pour décrire des valeurs, des lumières, etc. On était vraiment dans du noir et du blanc assez pur, une ligne particulièrement ronde, souvent des détails, des vêtements ou des architectures qui sont éludés par des aplats de couleurs. Donc voilà, on était vraiment plongé dans cette esthétique à la fois traditionnaliste et particulièrement japonaise, et à la fois plus grand public et plus aseptisé qu'on avait dans Yu-Gi-Oh! Mais ce qui était intéressant avec l'œuvre de Stan Sakai, c'est qu'on découvrait aussi tout un pan de la culture du folklore japonais, et tout un pan aussi d'histoire, parce que ça se passe, si je me trompe pas, dans le Japon un peu féodal. Et ce qui est particulier, c'est qu'il remplaçait tous ces personnages par des animaux. On n'a pas d'êtres humains dans Usagi Yojimbo, et ça permet déjà un détachement un petit peu culturel, et un détachement par rapport aux personnages humains. On déshumanise un petit peu le propos, et on est plus, alors effectivement, dans une œuvre de divertissement, mais en même temps, l'auteur puisait énormément dans le folklore japonais avec les yokai, les fantômes, toutes ces créatures-là un petit peu souvent inventées dans cette tradition japonaise qui répondent parfois à certaines légendes ou ce genre de choses-là. Et en même temps, il y avait cette esthétique visuelle vraiment très pure, très épurée, très radicale comme ça, et qui parfois utilisait souvent justement l'aplat et le motif qui sont assez ancestralement propres à l'esthétique du graphisme japonais. Alors sur YouTube, en tout cas dans le YouTube Manga Game, la plupart des chaînes ont quand même plus l'habitude de présenter des œuvres, des séries, des mangas, et c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup moins parler des auteurs en eux-mêmes. Est-ce que toi, tu aurais un mangaka, c'est-à-dire donc évidemment un auteur de manga favori, et si oui, lequel ? Comment je vais pouvoir choisir Comment je peux choisir comme ça un auteur but en blanc, de premier abord comme ça, de manière très directe en répondant ? Pour moi, c'est pas vraiment possible d'en citer qu'un seul, c'est toujours la question un petit peu compliquée. Après, j'en ai forcément certains qui me viennent immédiatement en tête pour certaines raisons, et à ce moment-là, je me dis que même si je vais être très triste de ne pas pouvoir en faire une liste absolument effroyablement longue, je vais quand même répondre avec les premiers qui me viennent en tête. Ce serait sans doute Jiro Taniguchi, c'est celui que j'ai commencé à lire justement quand j'avais un peu 14-15 ans, et j'avais commencé avec L'Homme qui marche, et je crois, j'avais pas tout de suite lu Quartier lointain, j'avais Le Sommet des dieux à cette époque-là. Je savais pas si c'était encore terminé, je crois que c'était déjà terminé depuis un moment, mais il y avait eu plusieurs rééditions, donc vous savez, j'étais un petit peu perdu là-dedans. Mais j'aimais beaucoup Jiro Taniguchi, on en a déjà parlé souvent dans des lives, dans des vidéos, dans des coopérations, etc. Mais ce qui m'intéresse, et je vais être très bref par rapport à Taniguchi, c'est vraiment son côté observateur. On sent que c'est quelqu'un qui utilise très peu la pleine page ou la double page, qui aime bien découper certaines actions, certains décors, certains événements. Et ça se remarque beaucoup dans L'Homme qui marche ou Le Gourmet solitaire, où vraiment il a ce sentiment, il avait, vu qu'il est décédé cette année, ce sentiment vraiment un petit peu d'auteur-observateur, qui aime observer un petit peu, regarder la vie, ses différentes ambiances, ses différentes cultures, et qui découpait souvent via des planches excessivement multiples en termes de cases,
souvent des petites cases, ou alors assez grandes, mais dans un détail assez riche. Il détaillait souvent à travers tous ces éléments-là, tout plein de petits événements, tout plein de petits instants. Et moi, c'est vraiment cette narration visuelle-là qui me plaisait chez lui. On n'est jamais dans le sensationnel avec une très grande page, on est souvent dans l'observation et le découpage très pragmatique des choses. Et deux autres auteurs, et là je m'étendrai beaucoup moins sur les descriptions parce que je laisse les gens aller un petit peu découvrir, ce serait Shinichi Abe qui était particulièrement actif dans le magazine Garros, vous savez, ce magazine qui a énormément marché dans les années 70 à 80 pour mettre en avant un peu cette esthétique beaucoup plus autobiographique, personnelle, ou alors plus industrialisée, plus adulte du manga, qui a donné finalement ce qu'on appelait à l'époque le Gekiga, c'est-à-dire une sorte de bande dessinée japonaise beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus adulte, que ce soit en termes visuels ou en termes thématiques, qui abordait souvent l'industrialité, le moi, c'est-à-dire l'autobiographie, le malheur et ce genre de choses-là, à contrario de ce que pouvait souvent beaucoup offrir Ishinomori ou Tezuka à d'autres instants. Donc Shinichi Abe, sans doute, comme je viens de le dire, avec Un gentil garçon, ou alors Les amours de Tanako, quelque chose comme ça, mais surtout Un gentil garçon, c'est vraiment celui que j'ai lu et relu. Et je me suis plongé dedans, c'est vraiment particulièrement oppressant, que ce soit dans les visuels très bruts, parfois vraiment très directs dans le trait. C'est beaucoup moins, entre guillemets, soigneux, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va vous adopter une ligne particulièrement claire, particulièrement carrée, géométrique, bien ficelée. C'est quelqu'un qui va aller beaucoup dans la brutalité des textures et de ces différentes choses-là. Et un autre auteur, ce serait Yuichi Yokoyama, notamment, entre autres, avec La salle de la map monde. C'est vraiment celui que j'ai lu 2-3 fois. Et Travaux publics. Les autres, j'ai pas eu le temps de me les procurer. C'est quelqu'un qui déstructure beaucoup le découpage, avec énormément de diagonales, ou ce genre de choses-là. Il casse souvent le rythme de lecture avec son découpage, souvent désaxé, mais il utilise aussi également, souvent forcément, de la géométrie. Mais il aime bien la torturer un petit peu. Il l'utilise souvent pour ses onomatopées qui sont très pointues, ou alors justement à contrario très carrées, qui rentrent finalement dans des compositions très linéaires, mises en contraste avec son découpage qui, lui, utilise énormément la diagonale. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup retranscrire les choses par la caricature assez extrême de la géométrie ou de la déstructure visuelle, et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est un auteur assez contemporain. Alors, pour revenir un peu sur la thématique des chaînes manga sur YouTube, qu'est-ce que tu penses justement du paysage des chaînes manga francophones ? Ça c'est une bonne question parce qu'on la pose souvent dans des lives, quand on discute un peu avec nos abonnés, etc. Qu'est-ce que tu penses un peu, entre guillemets, des chaînes des autres? Qu'est-ce que tu penses du paysage actuel, de ce qui se passe autour? Je trouve que les vidéastes qui parlent de manga sont souvent très intéressants. Ça fait un peu, entre guillemets, un peu lèche-cul, un peu lèche-botte de dire ce genre de choses-là, mais je trouve que chacun a vraiment parfois son univers, son élocution, son partage et sa parcelle de culture de la BD japonaise ou de l'animation japonaise, parce que personnellement, moi je suis quelqu'un qui parle absolument pas d'animation parce que je ne suis pas assez plongé là-dedans pour en parler véritablement de manière intéressante, intellectuelle et analytique. J'ai pas du tout le vocabulaire pour parler de ça. Mais moi justement ce qui me fascine, c'est que chacun a son élocution, chacun a son univers, parfois chacun même a son montage, son univers un peu graphique dans son émission. Et je pense notamment à Manga à la carte, qui est un de mes amis maintenant d'assez longue date dans le paysage un peu de tout cet univers internet. Je pense justement aussi à ta chaîne, au rayon manga. J'aimais aussi beaucoup celle du Narax, qui s'est appelée ensuite par la suite Shiro's Chronicle. Moi, ce que j'aime dans le paysage vraiment des vidéos sur la culture japonaise, et plus particulièrement sur la bande dessinée japonaise, c'est quand on a vraiment des gens qui sont curieux. Alors le but, c'est pas forcément de faire le lèche-botte avec seulement les gens qui, comme moi, aimeraient parler de choses méconnues, ou alors plus précisément, parler de choses particulièrement originales graphiquement. Mais l'idée, c'est que j'aime vraiment beaucoup les vidéastes qui se trouvent curieux, qui essayent des choses, qui essayent de découvrir des œuvres ou des thématiques qu'ils n'auraient pas à la base pour habitude d'aller découvrir, d'aller observer. Et moi, c'est vraiment ça qui me fascine. Et je trouve qu'on est vraiment, on l'était un peu plus avant, je trouve maintenant, parce qu'avec toute cette banalisation un petit peu de YouTube, des vidéos, des productions, chacun parle un peu de ce qu'il veut, mais finalement, plus on parle souvent des mêmes choses. Alors parfois il faut trier un petit peu, il faut aller chercher ce qui nous intéresse, mais c'est aussi ça qui fait l'atout de toute une communauté, c'est tout d'un coup se dire qu'on est énormément, et donc du coup je vais me plonger là-dedans et je vais essayer d'aller chercher ce qui ressort un petit peu de tout ça,
et ce qui m'intéresse le plus. Moi je trouve qu'on est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Avant on était une dizaine, une vingtaine, on se connaissait un peu tous. Maintenant on est des centaines, voire peut-être même plus que des centaines, j'en ai aucune idée. C'est quelque chose qui, comme chaque média, chaque culture se développe au fur et à mesure qu'on en parle sur un média, en l'occurrence ici Internet et plus précisément pardon, la plateforme YouTube. Bah, je trouve on se développe, il y a de plus en plus de gens intéressants, de plus en plus parfois de choses effectivement qui peut-être de manière un peu dommageable se ressemblent, mais qui montrent que voilà, on a réussi à introduire cette culture de la BD japonaise et de l'animation sur la plateforme de diffusion YouTube, et qu'on a réussi à développer plein d'émissions qui étaient particulièrement intéressantes là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a justement des youtubeurs, toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail? Personnellement, dès que je regarde quelque chose et que ça me plaît, j'ai tendance à dire que ça peut m'inspirer plein de choses. Donc ça va des gens qui font des vidéos comme par exemple Le Jour du Grenier ou Mathieu Sommet avec son ancienne émission SLG. Moi, c'est des gens qui m'ont énormément fait rire, qui m'ont énormément donné envie de faire de la production sur Internet, même si ça n'avait rien à voir avec ce que eux faisaient. Parce qu'eux, ils étaient beaucoup plus soit dans le jeu, soit dans l'analyse vraiment de ce qui vient d'Internet, de ce que l'on peut, de ce que nous permet Internet et de ce qu'on peut publier qui devient finalement drôle et qui finalement appartient à tous tellement on les retweet, repartage, etc., etc. Moi, c'est deux personnes, deux créateurs vraiment sur Internet qui m'ont énormément fait rire et qui m'ont énormément donné envie de faire quelque chose aussi sur Internet, d'y apporter un petit peu en quelque sorte une sorte de petite pierre à l'édifice, mais de manière très modeste parce que moi j'ai pas du tout la renommée de qui que ce soit d'important sur Internet, mais c'est des gens qui vous confortent dans l'idée finalement de produire quelque chose qui vous plaît et de le partager à d'autres gens. Et ça vraiment je pense que quand j'étais au cycle d'orientation, quand j'étais encore à l'école obligatoire et je regardais ces deux gens-là et que je voyais leur émission évoluer au fil du temps, c'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup conforté. Après il y a plein de mes collègues et plein de mes amis, de nouveau, que ce soit Manga Box, que ce soit Mister Enzor à la base, que ce soit le coin Otaku, que ça a été ça Mister Prince à la base qui parlait énormément de manga qu'il achetait, etc. Il faisait un peu ses reviews très simples mais très directs et qui marchaient assez bien. Et voilà, il partageait un petit peu ses lectures et ce genre de choses-là. Ou alors le Narax qui parlait un petit peu de culture japonaise, de calligraphie, d'histoire. Tous ces gens m'ont inspiré, m'ont conseillé, m'ont aidé. Et voilà, de toute manière, encore aujourd'hui, dès que je regarde une émission qui m'intéresse, que ce soit sur le manga ou le cinéma ou quoi que ce soit d'autre, ça m'inspire et ça m'aide. Une autre question que j'avais pour toi, c'est vrai que toujours dans le paysage du YouTube Manga Game, on a quand même plus tendance à faire des vidéos sur des mangas qui nous ont touchés, des auteurs qui nous ont touchés, qui nous ont plu, mais à l'inverse, est-ce que il t'est arrivé justement de ne pas accrocher à un manga au point de ne pas le terminer? Un manga qui m'a tellement déplu ou tellement peu inspiré que j'ai dû l'arrêter, je pense qu'il y en a qu'un seul honnêtement, parce que mais c'est pour des raisons vraiment, vraiment personnelles. Je pense que c'est une série qui peut plaire à plein de gens pour plein de raisons, que ce soit graphique ou thématique, mais moi personnellement c'est quelque chose qui m'a dérangé. Et le moi personnellement est d'ailleurs un magnifique pléonasme, ça doit être insupportable à écouter, mais bon, c'est pas grave. En l'occurrence, une série que j'avais lue il y a quelques années qui s'appelait Simok, ne m'a pas du tout plu, et je l'ai effectivement complètement arrêté au volume 2, parce que je me suis dit ça c'est vraiment pas possible, c'est typiquement ce que j'ai pas envie de lire dans ma vie. C'est typiquement ce que j'ai pas envie de mettre en avant. C'est typiquement un manga qui aseptise tout le côté graphique, qui recycle beaucoup le dessin, des expressions, du visage, etc. Qui n'amène aucun travail nouveau de texture, de découpage, de style, de ligne. Avec par exemple, je n'en sais rien, bon après c'est pas des choses comparables, mais si par exemple vous lisez du Taiyo Matsumoto ou vous lisez du Inyo Asano, vous avez deux paysages graphiques excessivement différents. Après si tout d'un coup vous lisez du Fairy Tail, ou vous lisez du Bleach, du Dragon Ball ou du Naruto, ou du One Piece, tous ces classiques un petit peu là destinés un peu au grand public, là, vous arrivez quand même à avoir des univers graphiques qui sont radicalement différents. Le travail d'architecture et de perspective de Masashi Kishimoto dans Naruto est formidable, le travail de rondeur du trait, d'action, de vivacité, et dans le découpage et le style graphique d'Eiichiro Oda est formidable. Toute l'esthétique des années un peu 80 à 90, des années 80 à 90, pardon, de Akira Toriyama, avec de nouveau cette rondeur, ce dynamisme, ce détachement un petit peu de la trame et de la représentation de la couleur par le gris, etc. On représente tout par le noir et le blanc, ces graphismes très directs, tout ça sont des univers graphiques particuliers, mais tout d'un coup, quand j'ai lu Simok, je me suis dit ça ressemble vraiment à beaucoup de choses.
ou alors ça ressemble à rien. C'était très étrange, j'avais un ressenti un peu particulier, je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression visuellement d'avoir vu ça partout, et à la fois d'avoir vu ça nulle part, mais ça me plaît pas. J'ai eu ce blocage graphique complet sur Cimoc, et c'est vraiment quelque chose qui m'a absolument, absolument dérangé. Je me suis dit, il n'y a aucune tentative d'originalité visuelle. Après, dans la thématique, ça se vantait un petit peu d'être une sorte de pseudo-Bakuman, dans le sens où on parlait du paysage, un petit peu de l'édition du manga. Et c'est vrai, dans Cimoc, on parle de ça. On parle d'un auteur qui aimerait dessiner ce qui lui plaît, et à qui on dit « Non, cher ami, ça va pas se passer comme ça. » Parce que chez nous, on s'adresse à ce type de public, et ce type de public apprécie ce type de canon corporel, ce type de canon de beauté, et c'est ça que tu vas devoir dessiner, et il va falloir que tu t'entraînes à développer ce genre d'outils visuels. Et ça, c'est la partie intéressante dans le manga de Linda Young, qui dirige ce studio qui réalise les Freezing et autres séries du genre. Et ça, c'était la base intéressante. Mais ensuite, voilà, graphiquement, c'était redondant. Tout était un peu recyclé, il n'y avait aucune tentative, ni de texture, ni de trait, ni de découpage, ni de mise en scène, il n'y avait rien de particulier, et c'est quelque chose que j'ai arrêté net, et je crois que c'est vraiment la première fois que ça m'est arrivé. J'ai arrêté d'autres séries qui étaient pour moi trop longues, comme Détective Conan, comme Black Butler, comme Pandora Hearts et d'autres, mais c'est des séries que j'aime pour leur univers. En l'occurrence, Cimoc, il n'y a rien que j'apprécie dedans, à part cette vaine tentative d'aborder une thématique que je trouvais pourtant au départ intéressante. Malgré le fait que tu as déjà une grande collection de mangas, est-ce qu'il y a quand même des titres, soit très rares, épuisés, difficiles à trouver, que tu rêves d'acquérir? Des mangas rares, épuisés, de tête, c'est compliqué d'en citer précisément. Si tout d'un coup j'allais me renseigner, que j'allais voir un petit peu les listes que je dresse de temps à autre pour faire des achats ou des recherches, j'en aurais des listes sans doute assez interminables. Mais il y en a un qui me vient en tête, et dont tu as parlé d'ailleurs sur ta chaîne, c'est L'Homme sans talent de Yoshiharu Tsuge. Parce que c'est de nouveau toute cette esthétique un petit peu des années 70, 80, etc. de magazine Garo, où on voulait mettre en avant cette image plus adulte de la bande dessinée japonaise. Toute cette esthétique-là un peu plus grave, un petit peu plus torturée, beaucoup plus graphique, beaucoup plus, brute de décoffrage dans le dessin, dans les textures, dans les aplats, dans ces choses-là. Et je pense que L'Homme sans talent ou des œuvres de la même époque ou de ce type-là, c'est vraiment des choses que j'aimerais réussir à acquérir et à lire. Déjà d'une part pour pouvoir ensuite en parler, et vraiment plus personnellement pour pouvoir me replonger dans cette esthétique que j'aime, qui est cette esthétique un peu d'avant, mais qui traitait le visuel d'une toute autre manière qu'on le fait maintenant. Et historiquement parlant, c'est vraiment quelque chose qui visuellement m'intéresse, quoi. Ma dernière question sur l'univers des mangas, sur le YouTube Manga Game et sur ton travail en général, ça serait justement une volonté d'élargir un peu et de sortir du sujet en te demandant tout simplement, quand tu ne lis pas de manga, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais quand je ne lis pas de manga... Je réfléchis. Non, c'est vrai que je lis énormément, mais... En dehors de ça, ça dépend beaucoup. Je lis aussi des romans, mais je pense qu'on va prendre la question dans le sens qu'est-ce que tu fais quand tu ne lis pas simplement. Eh bien, je me balade dehors souvent et j'écris des petites choses, je prends des notes, je dessine. Je fais la même chose à la maison aussi. Moi, j'aime bien être curieux, j'aime bien aller regarder des petites choses, aller marcher, ou alors rester assis chez moi, regarder un petit peu ce qui m'entoure, feuilleter 2-3 choses, regarder 2-3 choses, prendre des notes, écrire un petit peu. Même si ça n'a pas d'aboutissement, voilà, c'est quelque chose que je fais souvent. Et puis sinon, en dehors de ce petit passe-temps là, ben évidemment, je vois mes amis, je sors, je voyage un petit peu, et puis sinon je fais mon métier. Je travaille. Alors je te remercie pour toutes ces réponses. Et maintenant, j'aimerais passer dans la deuxième partie de l'interview, où j'aimerais essayer d'apprendre à connaître la personne qui se cache un petit peu derrière la chaîne, en te posant une série de questions un peu plus personnelles, peut-être un peu plus, on va dire, avec des grosses guillemets psychologiques, tout en restant très humble, bien sûr. Mais en tout cas, ma première question pour toi dans ce cadre, ça serait de te demander si tu as un mot préféré. Mon mot préféré, ça change beaucoup selon la personne qui me le demande. Non, mais je pense que mon mot préféré, ça doit être curiosité. Déjà parce que je trouve que ça sonne bien à l'oreille. Et je trouve que, non pas ça me définisse forcément moi, mais que ça définit
énormément de gens que je connais et énormément de gens que j'apprécie, des gens curieux. Et voilà, c'est un mot qui, à la fois je trouve est joli à prononcer, joli à entendre, joli à écrire, joli à travailler typographiquement. Non, vraiment, c'est un mot qui me plaît bien. Je vois, je vois. Et alors à l'opposé, est-ce qu'il y a un mot que tu détestes? Il y en a pas vraiment. Non, il doit pas y en avoir vraiment. Un mot comme un mot qui sonne un peu sale pour moi, un mot qui sonne très mal à l'oreille, ce serait dénigrer. Mais après ça marche autant pour les œuvres que pour les personnes, que pour les lieux, que pour tout ce que l'on veut. Ça, c'est un mot qu'on peut utiliser pour tout un tas de thématiques. Mais voilà, c'est quelque chose qui, je trouve, sonne pas très beau à l'oreille, ce d'autant plus que c'est un mot négatif. Donc voilà, je pense que c'est un mot que j'aime pas. Quand on dénigre quelque chose, quand on... Non, vraiment, voilà. Dénigrer une œuvre, dénigrer quelqu'un, dénigrer une thématique, un atout, une idée, c'est quelque chose qui me plaît pas. C'est un mot qui sonne mal. Après, moi, j'ai un attrait particulier pour les mots, parce que souvent, je les regarde visuellement. Vu que je travaille beaucoup dans la communication visuelle, et moi, depuis tout petit, ce qui me passionne, c'est les mots ou le dessin. Et c'est vrai que l'image que peut donner un mot de lui-même quand il est écrit, quand il est utilisé sur une affiche, quand il est écrit à la main, etc., ça me parle tout de suite assez vite. Et je parlais de curiosité avant, je trouve que c'est assez joli, c'est assez ondulé, par exemple en écriture manuscrite, etc. Puis typographiquement, avec une certaine police de caractère, ça peut être joli. Et voilà, dénigrer, c'est quelque chose qui sonne pas très beau, pas très bien, et voilà, c'est un mot que j'aime pas, autant pour son sens que pour ce qu'il est visuellement. En fait, je n'aime vraiment pas ce mot. C'est marrant de poser la question, mais fait me rendre compte à quel point j'aime pas du tout un mot, c'est pas mal. Si on se penche vers les autres, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la qualité que tu préfères chez les autres? S'il y en a une, bien sûr. Moi, je vais me répéter un petit peu, je pense que c'est la deuxième question sur laquelle je vais un petit peu tricher, je vais à la fois me répéter, à la fois essayer de trouver autre chose pendant ma réponse, mais voilà, moi, la curiosité, de nouveau, c'est quelque chose que j'adore chez les gens. Moi, ce que je trouve dommage, souvent, chez quelqu'un, c'est quand il reste un petit peu terré dans quelque chose. Bon, c'est quelque chose qu'on me reproche de temps en temps, de me dire « ouais, tu restes trop dans ton style, dans tes idées, dans ton truc, ouvre-toi un peu plus ». Et sans doute avec raison, peut-être suis-je curieux, mais peut-être pas assez. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup chez les gens, c'est vraiment voilà, quand ils ont un attrait particulier pour les choses. C'est toute une formule détournée pour pas dire le mot curieux, pour pas trop se répéter, mais voilà, c'est vraiment une qualité, je vois vraiment ça comme tel chez les gens que j'apprécie énormément, voilà, quand ils sont curieux, quand ils aiment un petit peu tout d'un coup se plonger dans des choses un peu inconnues, ou un peu particulières, parfois peut-être même qui relèvent de l'étrange, ou parfois du sérieux, ou parfois de la déconnade. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, qui m'intéresse et qui me captive et que j'admire. Donc voilà, donc si vous êtes curieux, je vais beaucoup vous aimer. Et à contrario, quel est le défaut chez les autres qui t'agace le plus? Moi, je suis un petit peu... je pense que je suis un petit peu hippie dans ma manière de voir le monde, ou peut-être un peu bisounours pour culturellement quitter un peu le domaine hippie, mais je pense pas que les gens aient de véritables défauts. Alors oui, après on dira forcément que oui, les gens sont... certaines personnes sont mauvaises, certaines personnes sont violentes, certaines personnes sont grossières. Oui, il y a des défauts entre guillemets évidents, des choses qu'il faut pas être, des choses qu'il faut pas faire. Après, personnellement, moi, il y a rien qui m'agace chez les gens, il y a rien que je n'aime pas chez les gens. Au-delà de ce qui pourrait être punissable et de ce qui pourrait être contraire à des mœurs, mais vraiment chez les gens que je connais, ou des gens que je suis, des gens que j'admire, ou des choses comme ça, il y a rien vraiment dans les gens que je peux croiser tous les jours qui m'agace. Un défaut, sincèrement, je vois pas. Au-delà de tomber dans le cliché des méchants, violents, grossiers, etc., je verrais pas grand-chose. Après, on parlait avant, avec ma réponse sur la curiosité, etc., des gens qui sont un peu réfractaires, ou alors pas du tout curieux, mais pas dans le sens où ils oublient de l'être, mais dans le sens où ils n'auraient pas envie de l'être. Ça, je trouve que ce n'est pas forcément un défaut, car chacun fait ses choix, décide de sa culture, de ce qu'il a envie de découvrir, etc. Mais je trouve qu'être très réfractaire à la découverte, c'est dommage. Je dirais pas non plus que c'est un défaut, parce que je trouvais ça un peu excessif, mais je trouve que c'est dommage. Est-ce qu'il y a un son ou un bruit que tu aimes particulièrement? Le bruit que j'aime particulièrement, je vais être un peu contradictoire, ça dépend énormément de l'ambiance dans laquelle j'ai envie de me plonger. Il faut savoir que moi j'habite en ville, j'habite d'ailleurs plus ou moins en centre-ville,
Et je suis habitué à habiter dans un quartier depuis maintenant 20 ans, un quartier qui fait du bruit, tout le temps. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand il y a un peu trop de silence, je me sens pas forcément à l'aise. Moi, j'aime bien le son des gens qui parlent, des voitures qui passent, etc. C'est quelque chose qui me prouve qu'il y a de la vie, qu'on est habité, on n'est pas seul, qu'il y a quelque chose. Je suis souvent très vite inquiet quand il n'y a pas de son. Alors après, de temps en temps, effectivement, quand je travaille, j'aime bien... je déteste par exemple travailler avec de la musique, j'aime bien travailler dans un certain silence. Mais de nouveau, c'est une sorte de silence ambiant. C'est-à-dire que le silence tel qu'on le connaît n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que même si vous ouvrez votre fenêtre à, je ne sais pas moi, 3-4 heures du matin, comme on l'a tous peut-être déjà fait une fois dans notre vie, vous dites « Ah, c'est silencieux », il y a quand même du bruit. Un bruit de vent, des gens qui marchent, une canette qui est poussée par le vent, j'en sais rien. Si vous êtes en campagne, c'est peut-être des animaux, des insectes ou des choses comme ça, ou ce genre de choses. Mais je crois que si je devais vraiment donner un bruit qui m'aide, qui me conforte, c'est entendre des gens parler. Pas distinctement, mais savoir qu'il y a des gens qui discutent, qui vivent, qui échangent, moi ça me rassure. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a un bruit ou un son, au contraire, que tu ne supportes pas? Bah, c'est un peu compliqué, mais je vais tomber un petit peu dans le cliché du mec un peu irritable très rapidement, c'est-à-dire que les bruits à répétition, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui tape du doigt sur la table, quelqu'un qui agite son pied, ça fait un bruit de frottement avec son pantalon ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui tape frénétiquement quelque chose, moi c'est quelque chose qui m'agace énormément. Je vais prendre un exemple, je suis par exemple assez fan des anciens réveils, ou même simplement du principe des montres, des aiguilles, etc. Moi, c'est ce genre de mécanisme, c'est un petit peu le cliché du Suisse, il fait des montres, il adore le chocolat, il aime beaucoup les vaches, mais personnellement, moi, le mécanisme des montres, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose que je pourrais regarder défiler comme ça pendant des minutes, des heures, voire même peut-être des jours, et si je voulais exagérer, peut-être même des années. Ça me fascine, par contre, le bruit que ça fait, ça m'irrite assez vite. C'est pour ça que, paradoxalement, j'aime énormément tous ces mécanismes et ce genre de choses-là, mais finalement, quand j'ai besoin d'un réveil, j'utilise soit mon téléphone portable, soit, soit les réveils digitaux. Avec l'affichage des chiffres digitaux, ça me convient mieux, ça fait pas de bruit. Alors comme je sais que tu es en Suisse, j'imagine que tu as accès à la très bonne nourriture, la nourriture suisse est assez réputée. Alors justement, est-ce qu'il y a un plat, un type de nourriture que tu pourrais manger par exemple toutes les semaines? Là je pense que ce que je pourrais manger très très souvent c'est un sandwich. Mais c'est pas seulement de la paresse, c'est vraiment aussi un espèce de côté un peu pragmatique, une sorte de côté un peu pratique du sandwich dans le sens où on peut y mettre ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut, des choses crues, des choses cuites, c'est vraiment le florilège de la possibilité en fait le sandwich. Et moi c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est pratique à faire, c'est rapide, pas trop complexe, facilement transportable. Non, voilà, un sandwich, ça me suffit. Tu es à l'âge, j'imagine, où on se pose pas mal de questions par rapport à son avenir professionnel. Alors justement, j'aurais voulu savoir, est-ce que tu aurais une profession idéale autre que la tienne? Quelque chose que tu, idéalement, aimerais faire, autre que ton occupation actuelle? En réalité, je pense pas vraiment imaginer une autre profession un autre métier que celui que je suis en train d'apprendre en fait en ce moment. Enfin, la nuance est un petit peu plus complexe que ça. En réalité, depuis maintenant plus de 4 ans, je fais une formation de graphiste, donc en communication visuelle. On s'occupe de tout ce qui est affiches, logos, communication, que ce soit pour le domaine culturel, les musées, le théâtre, ou pour le domaine plus grand public, plus commercial. On travaille aussi pour des maisons de quartier, pour des centres sportifs, etc. La communication visuelle, ça touche tout, des expositions aux magasins. Ça touche absolument tout. On fait aussi de la scénographie, de la vitrine, du dessin, de l'illustration, etc. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et à la suite de cette formation, j'ai eu mon papier. Donc en tant que tel, concrètement parlant, je suis graphiste et je pourrais exercer. Aller travailler dans un atelier ou faire mon atelier moi-même et devenir graphiste indépendant. En l'occurrence, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Je fais une autre formation qui est en fait une continuité de celle que j'ai terminée il y a de ça 1 an et demi maintenant.
et je m'oriente vers de l'illustration. Mais j'ai pas du tout envie de devenir auteur de BD, illustrateur ou autre. J'ai vraiment envie de compléter juste mon métier de graphiste par une autre technique qui est celle de l'illustration et du dessin, que j'ai beaucoup moins pratiqué que l'ordinateur, le logo, la typographie et ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est pas être graphiste tout court, c'est être professeur. Donc je pense qu'en ce sens-là, je réponds quand même un petit peu à la question, c'est-à-dire que je fais une formation de graphiste, mais j'ai pas envie de devenir graphiste à part entière, j'ai aussi envie d'enseigner ce métier à des jeunes, dans des centres professionnels, et de manière à pouvoir leur communiquer un petit peu ma passion pour ce métier, et peut-être, je ne sais pas, en encourager un certain nombre à pratiquer aussi. Ok, alors à ce moment-là, quelle profession ne voudrais-tu pas exercer? Absolument pas. Je pense qu'il n'y a aucune profession que je n'aurais pas envie d'exercer, bien évidemment. Je pense qu'il y en aurait toute une pléthore qui ne serait pas aussi sexy que celle qui me convient, puisque le graphisme et l'enseignement sont un petit peu mes rêves depuis tout petit. Donc forcément, si tout d'un coup je devais être amené à faire autre chose, ça me plairait un petit peu moins, forcément, ou voire peut-être ça ne me plairait pas du tout. Mais dans un autre sens, je me dis que si un jour dans ma vie, je suis obligé de travailler sur autre chose que ce que j'ai appris, c'est pas si grave. Je pourrais tout autant faire de la plonge dans un hôtel pendant des années, travailler dans un bar le soir, ou faire le métier dont j'ai envie, ou faire quelque chose qui n'a complètement rien à voir, dans la limite du raisonnable et du possible bien évidemment. Ça ne me gêne pas tant que ça. Il faut bien travailler, il faut bien un peu gagner sa vie. Après, effectivement, dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir enseigner, ou alors effectivement travailler le graphisme de manière continue, pour faire ce que j'aime. Après, si tout d'un coup je devais faire autre chose, honnêtement, je pense pas que ça me dérangerait. Il faut bien travailler, et je pense pas que ce serait quelque chose de gênant pour moi. Donc j'ai pas de profession en tête qui me viennent, que je n'aurais pas envie d'exercer, ou dont je n'aurais pas envie de faire une approche particulière. Après, si je devais pousser la chose un petit peu plus loin, c'est clair que des choses qui ne m'ont jamais intéressé dès lors que j'étais enfant, c'est sans doute les mathématiques et la médecine. Ce sont des choses qui, de manière extérieure, quand on me les explique, me fascinent. Peut-être même aussi un petit peu l'architecture, ce sont des choses que je trouve fascinantes, mais à faire, je ne le ferai pas. Mais fort heureusement, je ne pense pas que ce soit le genre de profession dans lequel je puisse tomber un peu au hasard. Donc j'ai de la chance. Alors pour finir cette seconde partie de questions un peu plus personnelles, j'aimerais finir avec une question un petit peu philosophique, on pourrait dire d'une certaine manière, et je voudrais te demander si Dieu existe, peu importe lequel, que voudrais-tu qu'il te dise lorsque tu vas le rencontrer, lorsque tu arriverais, entre guillemets, au paradis? Alors Dieu, pour moi, c'est une question un petit peu compliquée parce que je suis absolument non-croyant. Je ne crois approximativement à rien du tout, hormis le soutien qui m'apporte le fait de pouvoir exercer le métier que j'aime. Donc, je crois à la météo aussi. Mais sinon, non, concernant cette histoire de Dieu, pour rigoler, si Dieu existe, sincèrement, s'il existe et que j'arrive au paradis, si j'ai la chance d'y aller, mais je crois que nous serons peu à y arriver, mais si j'ai la chance d'y aller, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir qu'ils me disent? Honnêtement, j'ai pas d'idée, mais déjà s'il me salue, qu'il me dit bonjour et qu'il me dit bienvenue, comme n'importe quelle personne qu'on pourrait croiser dans la rue, ça me plairait bien déjà. Bon, pour finir, j'ai une petite question bonus. Évidemment, je ne peux pas te laisser partir aussi facilement. Donc une petite question un peu retors. Plus qu'une question, ça serait un petit peu un scénario, quelque chose par rapport à ton imagination. Imagine que ton domicile est en train de brûler et tu ne peux sauver que 3 mangas dans toute ta collection. Je voudrais savoir quel titre tu sauverais des flammes. Honnêtement, et je fais juste cette parenthèse avant de répondre à la question, je me demandais si, quand on a parlé un petit peu de cette interview à venir, etc., s'il n'y allait pas avoir une question comme ça. Et je pense que j'ai eu une bonne intuition, parce que c'est toujours la question un petit peu perverse, dans le sens où, nom de bleu, regarde tout ça, regardons un peu tout ça. Si tout ça brûle, déjà je vais être très triste, et je serais franchement tenté de répondre quelque chose d'un petit peu méchant pour contourner un petit peu la question. Si tout ça brûle,
Et si j'en suis réduit à ne pouvoir choisir que 3 livres, autant rien sauver. Si tout doit brûler, allez, tout brûle, parce que si je dois choisir, je pense que le temps que je vais mettre à choisir va sans doute correspondre au temps que je vais mettre à brûler aussi avec mes livres. Je suis excessivement lent pour décider des choses, donc je pense que même la panique me ralentirait plus qu'autre chose. Mais je vais quand même répondre à la question. Mais je serais vraiment tenté de répondre... Oh, mais au pire, laissons tout brûler, j'ai pas envie de sauver que 3 livres là-dedans. Mais je vais jouer le jeu, j'essaye de trouver. Mais je vais tenter d'amener quand même une réflexion à cette question dans le sens où, si l'on ne peut sauver que 3 livres, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste parce qu'on aime beaucoup les livres, on va en sauver. Non, parce qu'on sait très bien que de toute manière, on pourra pas en sauver énormément. Donc c'est qu'il y a une raison. Et moi, je pense que si tout d'un coup, tout ça se mettait à brûler, si je devais sauver des livres, c'est parce que j'aurais peut-être envie soit de les relire pour des raisons particulières, soit de les faire découvrir à quelqu'un d'autre. Que ce soit mon enfant, une copine, des amis, ma famille, ou quelque chose comme ça. Alors je pense que j'en prendrais 3 réellement différents. Un qui peut-être n'a pas été beaucoup apprécié par le public pour plein de raisons, parce qu'il est jugé un petit peu comme différent et peut-être esthétiquement parlant trop particulier, ou même peut-être parfois jugé comme moche par certains lecteurs. Un qui aurait des vertus peut-être plus historiques, et un qui serait vraiment particulièrement original dans le paysage graphique, et je pense assez atemporel aussi paradoxalement en même temps. Alors je pense que je prendrais un manga d'Hitoshi Tomizawa, je pense que je prendrais les tomes d'Alien 9, vu qu'ils sont dans un petit coffret, je triche un peu, ça. C'est comme si c'était un volume, hein, c'est comme si c'était un gros volume, c'est dans un coffret, ça se prend avec une main. Alien 9, je pense, d'Hitoshi Tomizawa, pourquoi? Parce que il y a vraiment tout ce contraste entre son graphisme qui est particulièrement orienté vers une atmosphère un petit peu mignonne, des personnages excessivement, abusivement arrondis, caricaturés, des très très grands yeux, des traits parfois un peu tremblants, presque pas humains finalement, tellement ils sont caricaturés dans un domaine un petit peu enfantin, et qui pourtant rentrent en contraste avec toutes les créatures aux traits beaucoup plus graphiques, beaucoup plus brutes, ou parfois plus biscornues, plus étranges, plus... comment dire, plus exacerbées, plus bizarres aussi. Hitoshi Tomizawa, c'est également toute l'esthétique du bizarre dans son dessin qui rentre souvent en contraste avec le reste qui est beaucoup plus caricatural et enfantin. Et c'est ce contraste-là que j'aime beaucoup, ce trait parfois un peu tremblant, pas toujours propre, pas net, pas adulte, pas réaliste. Et qui du coup s'adapte très bien à cette atmosphère un petit peu étrange qu'adoptent les traits de ces créatures. D'un autre côté, je pense que je garderai sans doute Coup d'éclat, de Yoshihiro Tatsumi, qui doit être rangé quelque part là au-dessus de ma tête, pour montrer cette esthétique des années 70, 80 et compagnie, dans cette esthétique un peu gekiga du trait moins arrondi que Tezuka et ses contemporains, plus dur, et qui travaille aussi beaucoup l'architecture, la machine, et les ouvriers, le domaine un peu ouvrier. C'est quelque chose que les auteurs gekiga ont beaucoup mis en avant. Il y a de ça maintenant des années, et que Yoshihiro Tatsumi mettait lui excessivement en exergue dans ses œuvres, c'est toute cette proximité entre l'homme, la machine, l'industrialisation, l'écrasement de la petitesse d'un personnage par l'écrasante grandeur des décors de la ville, et des grands contrastes entre les noirs et les blancs qui étouffent souvent aussi le découpage des personnages. Il avait tendance aussi à faire des planches beaucoup plus généreuses, parfois des pleines pages en entrée de chapitre, avant de nous plonger dans le contexte de l'histoire courte qu'il allait nous raconter. Donc je pense que pour cette esthétique-là, qui répond aussi à des anciens canons de l'histoire de la BD japonaise, ce serait intéressant de le prendre. Et je pense qu'en dernier lieu, soit je prendrais un Jiro Taniguchi, soit je prendrais un manga de Taiyo Matsumoto. Mais le problème avec Taiyo Matsumoto, c'est qu'il a fait des séries assez longues, 6-8 volumes, des grands formats, donc je peux pas tous les prendre, c'est un peu triché. Et dans ce cas, je prendrais sans doute Amer Béton, qui est réuni en un volume, pour avoir ce trait beaucoup plus expressif de par le fait qu'il est jamais droit. Il est toujours un peu tremblant, même dans le découpage des cases. Les cases sont aussi dessinées à la main de manière plus tremblante, et ça donne une certaine émotivité, une certaine vivacité à ce trait qui n'est jamais figé, qui n'est jamais morne, qui est toujours en mouvement. Et ça donne une certaine poésie qui est vraiment très très forte dans le trait de Taiyo Matsumoto. Donc je pense que ce seraient ces 3 livres-là. Coup d'éclat, c'est un one-shot, donc j'ai le droit. Je ne triche pas. C'est un livre très fin. Et voilà, donc je pense que, quitte à prendre 3 livres, ce serait sûrement ces 3-là. Voilà pour les réponses aux questions. J'espère que j'ai été assez, entre guillemets, convaincant, que j'ai pas été trop long, même si je pense que j'ai dû souvent l'être selon les réponses. Mais voilà, en tout cas,
C'était intéressant, c'était très plaisant de répondre à tout ça. Autant des questions concernant moi-même que de manière plus personnelle par rapport à des mots, des intentions, un métier. Je trouve que ça permet aussi de faire le parallèle entre ce qu'on fait dans la vie et ce qu'on aime. Et parfois il y a un lien. C'est vrai que moi, mon métier, ça m'a permis de développer tout un langage graphique et de discuter aussi avec plein de mes professeurs qui sont soit des graphistes, soit des illustrateurs, soit des auteurs, soit des scénographes. Et ça m'a permis vraiment de me rapprocher de la bande dessinée dans le sens où je le voulais, c'est-à-dire de l'analyser avec un vocabulaire graphique et vraiment d'en extraire tous les atouts visuels. Parce que la BD et le manga de manière générale, c'est aussi et surtout du visuel, pas seulement de la narration, pas seulement de l'histoire, c'est aussi tout plein d'éléments graphiques, que ce soit du découpage, des gouttières, de l'espace entre les cases, un style, un trait, et c'est vraiment tout ça qui me fascine. Et c'est aussi en répondant à toutes ces questions que ça m'a permis de me rendre encore plus de ce que j'aime dans le manga et la BD de manière générale, et pour ça, merci. Eh bien Jeff, je tiens vraiment à te remercier une nouvelle fois d'avoir bien voulu participer à cette humble petite interview. Merci d'avoir essuyé les plâtres de cette première tentative, cette première version. Donc encore une fois, merci à toi. J'invite tous ceux qui nous regardent évidemment à aller voir ta chaîne, découvrir ton travail, qui est vraiment très très intéressant, parce que tu nous parles évidemment souvent de mangas, d'auteurs vraiment méconnus, donc c'est assez fascinant. Donc encore une fois, un grand merci à toi, et surtout, bonne lecture bien sûr, et je dis à tout le monde, à très bientôt.